Hello Maël, je suis avec Maël Lavenaire, Pinot. On est sur la première édition de Guadeloupe 2030, les rencontres réseautage pour construire la Guadeloupe de demain. C'était important pour nous sur le sujet qu'on a aujourd'hui sur, ben voilà, et en termes d'économie, quelles alternatives viables à l'économie de comptoir, où il y a beaucoup d'avis, etc. Et qu'avant qu'on rentre justement dans les avis contemporains, qu'on puisse poser un cadre, j'ai envie de dire, un peu historique, sociétal, sur ben, comment on arrive à cette situation d'économie de comptoir. Et voilà, qui de mieux que Maël, qui est chercheur en socio-histoire, qui est à la London School of Economics et qui va prendre le temps de se présenter avec ses différentes initiatives au-delà de ses travaux de recherche, et donc qui a travaillé sur justement ces sujets-là. Et je vais le laisser entrer dans les détails d'évolution de notre société sur ces dernières décennies et ces derniers siècles pour pouvoir travailler sur les dernières décennies pour introduire ça. Et au moment où on enregistre, d'ailleurs, pourquoi on enregistre que c'est pas forcément en live, c'est important. Maël, en fait, au moment où on va diffuser, donc le 23 sera au Kenya. Donc, comme on n'est pas sûr de sa disponibilité, on n'était pas sûr en tout cas de sa disponibilité ou même des conditions dans lesquelles on aurait pu faire le live, on a préféré enregistrer. Et si il peut être avec nous, on va avoir des questions et des échanges, et sinon, ben, on pourra diffuser et faire le lien. C'était ma petite introduction. Bienvenue Maël. Je te laisse te présenter à tout le monde, expliquer ton parcours. Et puis ensuite, on rentre dans cette partie un peu historique, question pour poser les bases du débat. Ça marche. Bonjour tout le monde et merci Sébastien. Merci beaucoup pour cette proposition vraiment pertinente et intéressante. Alors, je pense qu'on peut toujours trouver mieux, hein. Tu as dit qui de mieux. Mais après, c'est vrai que oui, c'est avec plaisir que je veux bien intervenir sur le propos parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Alors, je suis docteur en histoire. Mon parcours, je l'ai fait à l'Université des Antilles. J'ai soutenu ma thèse sur cette période qui suit la loi d'assimilation et qui englobe ce processus de départementalisation. Je voulais la comprendre sur le plan des dynamiques sociales et comprendre comment ces dynamiques sociales étaient connectées avec un mouvement de décolonisation sur le plan international et une logique de décolonisation qui imprégnait en fait euh, toute cette période et qui m'a finalement permis de comprendre les dynamiques du changement social, de discuter en tout cas du changement social, qui dit aussi changement des activités économiques de manière très contemporaine, et qui m'a finalement permis de comprendre en fait comment la, la société dans laquelle on vit sur le plan économique et social s'était bâtie précisément à ce moment-là. Euh, donc, j'ai fait des travaux dessus. Aujourd'hui, je suis chercheur en socio-histoire sur les inégalités raciales à la London School of Economics and Political Science. Je travaille plus précisément dans un programme assez singulier et vraiment très particulier qu'on appelle l'Atlantic Fellows for Social and Economic Equity. C'est un programme qui a été créé par l'Atlantic Institute, qui est un, un, un gros institut qui a créé 7 programmes dans le monde pour contribuer à lutter contre différents types d'inégalités. Et il a basé à la London School le programme sur les inégalités économiques et sociales. Et c'est dans le cadre de ce programme-là que je vais me déplacer au Kenya, où je vais participer à ce qu'on appelle un gathering, un rassemblement avec la diaspora du continent, et faire justement ce lien entre la Caraïbe, le continent, et quelles sont, pareil, un peu dans la perspective du propos, les perspectives du futur, en fait, et comment on peut imaginer, créer, discuter des challenges de, de, de cette African, African descended diaspora dans le monde. Donc voilà un petit peu pour le propos. Je suis aussi créateur de l'application Rouge Jaune Vert qu'on peut trouver sous le nom RJ Vert, qui a pour but de diffuser au grand public des éléments sur l'histoire des Antilles françaises et de la Caraïbe. Voilà, des éléments de repère pour ceux qui veulent nourrir un peu leur réflexion et
leur compréhension en fait de nos territoires à partir d'éléments historiques. C'est pas et l'idée, voilà, c'est de partager, c'est beaucoup de podcasts et de vidéos. Il y a des éléments écrits aussi. On sent le côté académique, mais en même temps, c'est pas, c'est rien de formel. L'idée, c'est vraiment que ce soit cool, en fait, que les gens puissent écouter. Il y a beaucoup de discussions avec d'autres chercheurs. L'idée, c'est de faire intervenir des gens aussi et surtout, ne pas oublier qu'aucun historien n'a de vérité absolue à dire, n'a de science infuse, mais on essaie de mettre des éléments en avant tout comme ça que je vais présenter, voilà, qui se base sur une certaine connaissance, mais voilà, ce sont juste des éléments et je peux pas, voilà, c'est important de dire que le propos n'a pas valeur de vérité absolue ou de, de comment dire ça, de supériorité en tant que tel sur tous les autres discours. C'est important. Donc, Super. yeah, Merci beaucoup pour ta présentation. Mais écoute, on va rentrer dans le le vif du propos. sujet. Ouais, et ben, en commençant justement par le début, pour ce qui nous a amené justement à cette économie de comptoir, dans le cadre de tes travaux, est-ce que tu as pu, à partir de quand tu remontes? Est-ce que tu vas jusqu'au point, j'ai envie de dire, pré-colonisation de ces espaces pour savoir un peu comment c'était organisé? Est-ce qu'il y avait déjà une économie ou pas? Et est-ce que tu peux nous en dire plus? Yes, très bien. Alors, là, je me base plutôt sur... euh, on a des éléments sur la période précoloniale. Alors, Ouais. j'entends par là ce que l'on sait avant la colonisation des Petites Antilles de la Guadeloupe, qui a lieu au XVIIe siècle, très précisément en 1635. Mais c'est vrai que c'est important parce que les éléments qu'on a sur cette période, en fait, ils sont nourris essentiellement par l'archéologie, Mhm. non par l'histoire directement, c'est-à-dire que on, les archéologues essaient de comprendre les dynamiques en fouillant le sol et tout ce qui reste. Et c'est tout ça pour dire que on peut présenter des choses, je vais les présenter globalement, ce qu'on sait, mais ce sont des choses qui, des fois, sont remises en question Mhm. parce que la Pas recherche décrit. avance. Voilà. Et donc, on a une idée, mais voilà, ça reste une idée. C'est toujours important D'accord. de signaler ça. Donc, qu'est-ce qu'on sait effectivement des populations qui vivent en Guadeloupe avant la colonisation? Alors, je vais commencer par la période vraiment précoloniale, c'est-à-dire avant même l'arrivée des Européens Mhm, mhm. dans l'archipel des Antilles, où, selon les dernières données, si je ne me trompe pas, c'est le peuple Kalina, qu'on appelle aussi Kalinago, qui habite ces territoires. C'est un peuple qui, en fait, a euh, une vision, comment dire ça, une vision large de l'utilisation de l'archipel. C'est important parce que dans l'utilisation justement des ressources et le rapport aux ressources, euh, c'est pas, c'est vraiment, comment dire ça, c'est une civilisation qui est dans son territoire depuis probablement les îles Vierges, Puerto Rico, qu'elle contrôle en tant qu'un peu zone frontalière avec les Taïnos. Mais le cœur de la civilisation Kalinago se situerait entre la Guadeloupe et Grenade, avec comme foyer la Dominique et Saint-Vincent. On sait qu'ils utilisent énormément les ressources marines. Mhm. Ça fait partie du processus qui a permis aux populations qui viennent en fait de l'Amérique du Sud de, comment dire ça, s'approprier le territoire. En termes d'agriculture, l'agriculture principale est celle du manioc. Ok. Et on sait effectivement qu'il y a une très grande circulation inter-îles. Et par exemple, certaines îles sont utilisées pour telle fonction économique et d'autres îles sont utilisées pour telle autre. Les plus peuplées sont peuplées en permanence, mais d'autres ne le sont pas toujours. Donc, c'est une vision on va dire, ce sont des dynamiques économiques qui sont un peu autonomes, un peu endogènes, mais en même temps, il faut faut prendre des précautions quand on dit ça, parce que beaucoup de chercheurs amènent de nouveaux éléments qui montrent que cette région est très, dès ce moment, est très a beaucoup d'échanges en fait avec le reste de l'Amérique, l'Amérique du Sud, le Yucatan,
Ok. Et donc, en termes d'échanges, vraiment, échange de marchandises, échanges culturels aussi. Donc, on a une région, effectivement, qui est basée sur l'utilisation de ressources donc locales, avec une vision assez large et avec l'idée aussi d'interagir avec des territoires de la zone, on va dire, américaine. Ok. L'arrivée des Européens avec la colonisation, le début du processus de colonisation 1493 et le second voyage de Cristoforo Colombo va effectivement apporter un tournant. Mais en fait, dans un premier temps, la Guadeloupe, qui fait partie des Petites Antilles, n'est pas directement concernés par justement ce processus de colonisation, puisque les Espagnols colonisent les Grandes Antilles. Et ce qui se passe, c'est que dans les Petites Antilles, des historiens, un historien comme Jean-Pierre Sainton, par exemple, parle du siècle de contact entre à peu près 1520 et justement le déclenchement des années de la colonisation, les années 1620, qui vont donner la colonisation 1635. C'est-à-dire que à ce moment-là, les Kalina contrôlent toujours le territoire et sont encore maîtres justement de l'utilisation des ressources. Mais ils commencent beaucoup à échanger justement avec les Européens et notamment les autres nations, autres qu'espagnols, donc français, hollandais, anglais, qui viennent mouiller dans les Petites Antilles et on a des premiers contacts. Donc là aussi, on a des premiers échanges et c'est notamment à ce moment, chose très importante pour comprendre la suite, que les Européens commencent à connaître le tabac. Le tabac était une des productions principales, si je ne me trompe pas, des Kalina. Et c'est ensuite effectivement cette idée finalement de contrôler, euh, contrôler les territoires où cette économie, Les ce ressources. commerce du tabac, cette ressource justement pourrait apporter des perspectives qui, selon certains historiens, a aussi motivé ce processus de colonisation qui va s'enclencher à partir des années 1620 avec les Anglais et les Français, surtout dans les Petites Antilles. Et donc, effectivement, le processus de colonisation se fait effectivement par la force, par la destruction, l'élimination de. Quand je dis élimination, ce n'est pas total, mais en termes de civilisation, de population des Kalina qui vont garder quand même la Dominique et Saint-Vincent et qui vont garder quelques foyers aussi, même en Guadeloupe, c'est important de le dire. Mais cette colonisation donc, se met en place à partir des années 1630, 1635 officiellement, et elle s'accompagne du développement de l'économie de plantation. Donc, l'appropriation du territoire permet de mettre en place un nouveau modèle économique en complète rupture avec le rapport que les Kalina avaient avant avec le territoire, donc notamment en Ok. Guadeloupe. Là, on commence à rentrer dans un processus d'une économie qui est basée sur une demande extérieure et qui est alimentée par des besoins extérieurs. Et là, ça va changer toute la donne jusqu'à aujourd'hui. On est vraiment c'est le plus gros basculement. Donc, cette Non, économie de. j'allais te Vas-y, dire vas-y, justement, vas-y. comme tu as parlé du côté économie basée sur une Mhm, demande extérieure, ben, ça permet de faire le lien ben, avec ce qu'on appelle l'économie de comptoir. Est-ce que tu mhm. peux amener peut-être une petite définition, je ne sais pas comment on la théorise, mais emmener un petit peu d'éléments sur ça. Comment on dit qu'une économie, c'est une économie de comptoir, selon toi? Économie de comptoir, Est-ce qu'on peut déjà en parler à ce moment-là ou est-ce que ça vient encore plus tard? Euh, elle se met en place. L'économie de plantation, elle est basée sur le commerce Mhm. et l'économie de comptoir, c'est celle où on a, selon moi, une sorte d'expropriation des ressources dans un territoire et basée sur l'échange avec l'extérieur et des dynamiques qui finalement, en fait, c'est important de le dire, effectivement, l'économie de comptoir, elle est liée au grand capitalisme mondial. Mhm. Et un phénomène important, c'est comprendre aussi qu'avec la rupture du 17e, la création de l'économie de plantation sur la base de la production du tabac, on rentre dans ce grand capitalisme mondial qui commence à envoyer ses capitaux en Guadeloupe et dans les petites Antilles. Mais le véritable basculement par rapport au grand capitalisme mondial sur le plan économique,
c'est à partir des années 1640 et Mhm. avec un basculement plus précis en 1654 avec ce qu'on appelle l'arrivée des Juifs hollandais. On les appelle comme ça sur le plan historique parce qu'ils correspondent à un type d'acteur économique particulier. En vérité, ce sont des commerçants juifs espagnols et portugais qui ont été chassés du royaume d'Espagne, se sont réfugiés en Hollande et qui, dans tout ce processus de découverte du Nouveau Monde, mise en place de nouvelles économies, sont allés au Brésil et ont fait partie justement de ceux qui ont lancé l'économie de plantation dans ce Nouveau Monde en se basant sur l'économie sucrière. Et en fait, à un moment, ils sont chassés du Brésil et ils arrivent dans la Caraïbe. Donc là, c'est le deuxième tournant. Ils arrivent à Barbade, en Guadeloupe, en Martinique, et ils investissent. Ils ont les capitaux, en fait, qui permettent d'investir et de créer cette économie sucrière qui demande de gros capitaux. Ça, c'est important parce que jusqu'à aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'économie guadeloupéenne est liée à la circulation des grands capitaux dans le monde Mhm. et à la capacité de certains acteurs à investir des grands capitaux dans les secteurs qui seront ciblés par d'autres sur le plan politique et autres. Donc, on a cette économie sucrière qui se met en place. Elle va se développer progressivement. Au XVIIIe siècle, elle prend son essor. Donc, en Guadeloupe, c'est à partir des années 1720, avec notamment la mise en valeur, comme on dit historiquement, de la Grande Terre. Et donc là, il y a toutes les grandes habitations qu'on connaît. On peut passer encore dans le paysage contemporain, voir certains moulins. Ça correspond à tout ça. Ça correspond à toute cette grande dynamique. On sait aujourd'hui que c'est une économie esclavagiste. Elle repose sur un rapport de subordination et aussi, c'est pas anodin de le dire, en fait, la question de la rentabilité économique est quelque chose d'assez ambigu à ce moment. C'est-à-dire que dans ce processus, cette économie sucrière esclavagiste, elle repose en fait sur des dettes. C'est-à-dire que la majorité des planteurs sont endettés auprès de négociants qui ont leur richesse dans les ports européens et qui, eux, font tourner cette économie. Et effectivement, c'est quelque chose d'important parce que ça touche à la question de comment créer les capitaux et d'où viennent les capitaux. Encore une fois, c'est important pour Est-ce que tu peux situer. Moi. repréciser quand tu dis que les planteurs sont endettés auprès des négociants? Tout à l'heure, tu parlais d'acteurs en fait qui sont venus et qui ont investi. Est-ce que en fait, ce sont les négociants qui ont investi et en gros qui ont dit, ben, je vous mets à disposition l'outil et vous devez me le repayer de telle façon et je reprendrai aussi les marchandises pour les vendre, etc. C'est quoi c'est quoi le mécanisme pour bien comprendre? C'est un peu comme ça que ça tourne. C'est-à-dire qu'effectivement, pour lancer l'économie sucrière, il fallait des capitaux de base Ouais. qu'effectivement les Juifs hollandais avaient et ils ont permis de lancer les premiers camps défrichements, les premiers camps Mhm. d'habitation. Mais après, pour insuffler, pour faire tourner cette économie, il fallait effectivement que ça puisse tourner selon un système parce qu'en fait, comment dire ça, ça restait dépendant d'une économie d'exportation, d'une Mhm. monoculture, avec tous Mhm. ces risques et ces périls. Donc, il y a des planteurs il y a des gens qui se sont lancés dans l'économie sucrière et se sont ruinés. Il y en a d'autres qui se sont enrichis. Mais d'une D'accord. manière globale, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, le circuit économique dépendait lui-même de l'extérieur et ceux Ok. qui eux-mêmes étaient à la tête économique de ces territoires, bien souvent, étaient eux-mêmes endettés et par leur D'accord. production avaient à tout simplement payer des négociants qui leur amenaient les esclaves comme matière première et qui se chargeaient aussi d'exporter leur production vers l'Europe, vers la métropole. Et c'est Ok. pour ça qu'au tournant de l'abolition de l'esclavage, 1848, il y a tout plein de questions qui se posent sur cette économie, sur le modèle sur lequel elle s'est bâtie, et notamment la question de l'indemnité, en fait, qui Mhm. est reversée au maître. Les travaux, ils sont montrés, notamment avec Jessica Balki, si je ne me trompe pas, et d'autres. Ce n'est pas anodin qu'en fait, une bonne partie de cette indemnité soit allée vers les négociants qui devaient récupérer leurs dettes auprès des planteurs.
Et c'est aussi pourquoi il n'aurait jamais, il y avait tout ce débat sur, OK, une transition vers la liberté, mais il fallait trouver une solution économique. Qui Je ne paye? dis pas que c'était la solution, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est mis en place. Ok. Et à ce moment-là, en fait, on a maintenant, donc on est au 19e siècle, on a la création du système financier colonial. C'est-à-dire que pour créer cette transition post-esclavagiste, il fallait donc ingérer des capitaux encore dans cette économie, des capitaux, notamment considérant le fait que normalement le travail devenait libre. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de payer des salariés, Mhm. quand bien même on entend les payer à des salaires de misère, il faut quand même les payer. Et donc, on a la création des banques coloniales. L'indemnité aussi sera récupérée pour la création de ce système financier. Donc, les banques coloniales, le crédit foncier, qui vont permettre en fait à l'économie sucrière guadeloupéenne de se moderniser, entre guillemets, c'est-à-dire à ce moment-là de changer de type, de passer de l'habitation sucrerie, qui était le modèle depuis le XVIIe siècle, avec une plantation, un moulin et tous les acteurs sur un même lieu, et passer à un modèle plus en lien avec l'évolution du monde, la création des usines, l'utilisation de la vapeur, et aller vers quelque chose d'un peu nouveau. Ce qui se Révolution passe, industrielle. voilà, exactement. Évolution industrielle, on est dans le contexte de la révolution industrielle. Mais Mhm. là encore, il faut comprendre que cette économie guadeloupéenne reste connectée justement à ces grandes dynamiques mondiales. Euh, et en fait, l'objectif aussi de l'administration coloniale à cette transition, c'est de pouvoir maintenir la plantocratie en tant qu'élite économique et de maintenir l'économie de plantation sucrière comme socle de ces territoires. Et du fait de cette orientation et de tout ce qui est mis en place pour aller dans ce sens-là, parce que dès ce moment, on relève en Guadeloupe, mais on peut faire un point comparatif, parce que en ce moment, mon projet de recherche porte sur la Jamaïque, la Guadeloupe et la Martinique, et justement, comprendre depuis les abolitions de l'esclavage aujourd'hui, les dynamiques qui ont maintenu des inégalités sociales basées sur un processus de racialisation qui tourne à cette, enfin bref, qui est originaire de cette époque. Mhm. Sans être trop long, ce que je veux dire, c'est que en Jamaïque comme en Guadeloupe, les gens vont demander des terres. Ils vont demander des terres pour pouvoir cultiver eux-mêmes, mais aussi des fois cultiver autre chose. Mais dans cette, comment dire ça, dans cette économie de plantation, il y a ce débat très tôt entre la place de ce qu'on appelle les cultures secondaires, donc qui ne concurrencent pas en fait le sucre, mais qui sont Mhm. présentes. Le café, le cacao, on a eu un peu de coton chez nous Dans une aussi, vision export, toujours. toujours dans une vision d'export et Mhm. dans une vision de consommation interne, on a des cultures vivrières qui ont leur place aussi. Les cultures vivrières sont, dès le 19e siècle et après abolition, un créneau d'émancipation économique pour certains petits acteurs qui vont essayer de les développer, de trouver un peu une bouffée d'oxygène. Mais il y a tout cet appareil administratif qui donne la priorité à l'économie de plantation sucrière pour l'exportation et qui, par exemple, dans la transition post-esclavagiste, va, sur le plan fiscal, imposer des mesures draconiennes pour, en fait, inciter les gens à ne pas planter des cultures vivrières, mais à planter de la canne à sucre. Ce que je veux dire, c'est que par rapport au schéma de pensée, euh, et là, c'est vraiment la vision en fait que des hommes dans un appareil d'État peuvent avoir. Il y a des conséquences qui sont à plus ou moins long terme. Le débat sur la place des cultures secondaires, on le retrouve encore en, au début du XXe siècle, 1920-1930, parce qu'en fait, les choses n'ont pas bougé. Les Mhm. choses n'ont pas bougé parce que la direction étant donnée à cette économie de plantation sucrière comme socle de ces territoires, même lorsqu'avec de beaux discours en 1884 et 1905, on se dit, ah ben tiens, effectivement, si on était moins dépendant de l'économie sucrière,
peut-être que les conséquences de cette crise auraient été moins fortes. Ce sont des discours d'intention, mais dans le système financier qui soutient cette économie, les modalités n'ont pas été cherchées réellement pour donner notre place aux cultures secondaires. OK. Finalement, à partir des années 1930, il y a quand même quelque chose d'un peu plus fort qui se met du côté du secteur de la banane, qui commence à émerger avec une assez bonne considération. Euh, et pareil, dans les années 30, il y a cette grande crise économique mondiale qui, pareil, aura des répercussions chez nous. Encore une fois, étant connecté au grand capitalisme mondial, il y a toujours des connexions. On le voit notamment, pour faire un parallèle un peu plus contemporain avec le mouvement de 2009, qui est très lié à la crise mondiale de 2008. Donc, toujours garder ça en tête. Ces grandes crises ont des répercussions directes, mais justement, c'est des répercussions où des fois, on remet en cause la structure, mais sans réellement chercher ou mettre en place ou avoir les moyens de remettre en question une vision qui finalement est là depuis des siècles et finalement repose sur ceux qui ont les capitaux et qui décident de les investir à un moment précis dans un secteur précis. Et qu'est-ce qui fait du coup qu'on sort entre guillemets de ça pour aller un peu plus vers l'économie qu'on connaît aujourd'hui, où bon, la canne et la banane sont toujours là, mais sont Ne représente pas moins le premier secteur dominantes, on économique. va dire. Ouais, voilà, sont pas les premiers secteurs économiques. Alors, on voit en plus avec les derniers éléments qu'il y a eu il n'y a pas longtemps en termes de revendications que c'est toujours un secteur qui est quand même très accompagné. Quand on entend les chiffres qui sont donnés chaque année en termes de millions d'euros, ça donne un peu froid dans le dos quand on voit ce que ça génère concrètement. À vie personnelle, excusez-moi. On se dit qu'on pourrait faire autre chose. On pourrait peut-être même avec la canne et la banane faire d'autres choses. Tout à Mais fait. du coup, comment il y a cette bascule? Surtout, ben, quand on voit ce qui s'est passé récemment, il y a toujours en fait le soutien politique fort et financier. Qu'est-ce qui fait qu'on on bascule dans autre chose? À quel moment et qu'est-ce qui fait qu'on bascule dans autre chose? Alors, Voilà, selon moi, il nous reste un petit peu moins de 10 minutes c'est parfait. pour finaliser. Ouais. Alors, selon moi, le basculement qui amène à tout ça, c'est le contexte de l'après-guerre, de l'après-Seconde OK. Guerre mondiale, qui est celui où, en fait, les pensées, les germes de la pensée anticolonialiste sont déjà présents dans différents territoires dans le monde entier et chez nous aussi. Euh, à la fin des années 30, j'ai parlé tout à l'heure de la Grande Dépression, la grande crise économique, qui va en fait générer des, des, des révoltes et des mouvements sociaux dans la Caraïbe. On appelle ça le Labor Unrest. Et en fait, depuis ce moment-là, on a la création on a le renforcement en fait des mouvements ouvriers, la création des premiers syndicats dans la Caraïbe. Un peu moins chez nous, parce que ça va se faire surtout après, ça va s'accélérer après la guerre chez nous, mais tout ça pour dire que dans ce contexte, en fait, où dans la fin des années 30, on commence à avoir une montée, en fait, des revendications sociales. Et tout ça pour dire que c'est ce qui va peser progressivement, en fait, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Donc, qu'est-ce qui se passe chez nous? Après la Seconde Guerre mondiale, il y a un contexte qui est favorable à une revendication politique qui date de très longtemps. C'est celle de l'assimilation de la Guadeloupe et aussi de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion en tant que département français. On a donc le vote de cette loi d'assimilation qui suppose donc un changement administratif, mais qui correspond surtout pour ceux qui l'ont demandé et ceux qui sont au pouvoir, donc à ce moment, le Parti communiste, organisé autour de l'activité aussi de la CGT. Pour eux, ça correspond comment dire ça, la loi d'assimilation doit être le support d'un changement social. La loi d'assimilation doit être le support d'avancées sociales qui vont permettre, dans cette économie sucrière où les inégalités sont flagrantes, d'améliorer les conditions de la masse et des travailleurs. Donc, en fait, dans ce contexte-là, au départ, on attend des mesures venant du gouvernement français qui n'a pas du tout la même vision de la loi d'assimilation.
Et progressivement se met en place une action collective historique que j'appelle le mouvement sociopolitique des années 1950 en Guadeloupe et en Martinique de manière assez coordonnée, très vive, qui en fait va impulser de manière indirecte le changement social et une nouvelle organisation économique. Pourquoi? C'est parce que progressivement, au cours des années 1950, ce mouvement va donner de l'importance à la masse dans ces territoires, à la voix de la masse dans ces territoires. Et le contexte de décolonisation mondiale, et notamment ce qui se passe en Algérie, va faire que progressivement, les gouvernements vont comment dire ça, vont considérer un peu plus ce que la masse peut penser en Guadeloupe de peur de perdre ces territoires. Donc, au tournant de 1960, on a une politique maintenant au niveau du ministère de l'Outre-mer mise en place par la 5e République de Gaulle qui va impulser une augmentation des salaires dans les départements d'outre-mer et donc notamment chez nous. Et tout ce processus, en fait, s'accompagne, et ça c'est Christian Schnackenbourg, historien économique, qui a beaucoup étudié l'industrie supérieure en Guadeloupe, qui m'apportait justement la dernière pièce du puzzle dans ma réflexion, en montrant que dès les années 50, dans ce contexte-là, les usiniers vont commencer à désinvestir dans l'économie sucrière parce qu'ils sentent le vent tourner. Et en même temps, un autre élément important dans le mouvement sociopolitique des années 1950, c'est qu'on a une connexion entre les fonctionnaires et le secteur privé. Mais au final, à la fin du mouvement, ceux qui ont le plus de gains deviennent les fonctionnaires qui vont réussir à faire peser la question des discriminations raciales et qui vont obtenir ce fameux 40% dont on parle énormément aujourd'hui. C'est vraiment à ce moment-là que ça se met en place. Et du coup, au tournant de 1960, on a une classe moyenne qu'on appelle de façon métaphorique l'armée des fonctionnaires qui bénéficie à ce moment d'un nouveau pouvoir d'achat. Et on a en même temps une élite économique coloniale qui a compris que les salaires vont augmenter dans l'économie sucrière. Ça ne tient pas la route. En réalité, depuis le 19e siècle, elle se maintient en attribuant des salaires de misère à la population ouvrière. Et si, par le processus de départementalisation, il faut accorder les mêmes salaires qu'en métropole, ils savent que ça ne va pas tenir la route. Donc, dans le même processus, ils commencent à réorganiser leurs activités et notamment commencer à aller vers l'import-export, comment dire ça, dont ils étaient déjà un acteur particulier, et vont avoir en fait la possibilité de développer l'économie, les activités tertiaires, l'économie d'import-export, l'économie de biens et services, parce qu'effectivement, on a à ce moment-là un élément social qui est capable de faire tourner ces nouvelles activités économiques. Donc, la réorganisation économique se met en place à partir des années 1960. Progressivement, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Et c'est aussi pour ça que c'est progressivement que cette économie de plantation basée sur l'économie sucrière va disparaître. Elle ne va pas disparaître pareil du jour au lendemain. Progressivement, entre les années 60 et 80, les grandes sociétés sucrières métropolitaines abandonnent la Guadeloupe. Christian Schnackenbourg a montré qu'elles font partie de grands groupes internationaux et qu'en fait, les usines qui sont en place représentent des fois 1-2% du chiffre d'affaires. Donc, s'il faut le faire à perte par rapport à des salaires qui augmentent par rapport à une pression politique et sociale et une idée d'assimilation, ça vaut pas le coup. Donc, elles vont commencer à tenter justement, elles vont sortir de l'économie sucrière, j'ai envie de dire, à prix d'or, c'est-à-dire que, étant détenteurs des plus grands fonciers en Guadeloupe, elles vont s'arranger pour les vendre à des prix importants. En fait, le foncier, c'est la plus grande richesse en Guadeloupe depuis la colonisation. Ça, c'est un élément important aussi à garder en tête. Et du coup, cette transition se met un peu en place à ce moment-là. Donc, une transition progressive, une économie sucrière qui disparaît progressivement à petit feu, sous fond de crise, parce qu'effectivement, il y a des petits planteurs aussi qui vivent de la canne à sucre et qui sont importants dans le territoire, qui du coup
vivent mal ce tournant, puisque moins d'usines, c'est moins de débouchés. Et c'est pour ça qu'on commence aussi à entrer dans ce processus où l'État arrive comme un acteur devant accompagner ces crises en injectant des subventions qui doivent permettre finalement d'étouffer le feu. Mais comment dire, le feu n'est pas parti tout seul, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Donc, en fait, dis-moi. Ouais, j'allais dire un truc. En fait, pour bien comprendre la transition, parce qu'on parle des acteurs, on va dire, internationaux, qui étaient investisseurs, qui avaient les usines, etc., dans cette phase. Et en même temps, tu dis que donc ils désinvestissent et ils commencent à se dire qu'on va réinvestir dans l'import-export. Est-ce qu'il y a différents Oui, acteurs il manque un élément, tout à fait. dans ce que je comprends, c'est pas forcément les mêmes. C'est un peu comme tu disais tout à l'heure, les négociants et puis les gens sur place. Non, il manque un élément important, effectivement, dans ce que j'ai dit. Ceux qui dominent l'économie sucrière en Guadeloupe, au moment de ce tournant, effectivement, ce sont les grandes sociétés sucrières métropolitaines. Mais le deuxième acteur est celui des Blancs créoles martiniquais, les béquets, avec notamment les familles de Rénal, l'huile des Pointes, qui ont des usines en grande terre. Et dans ce processus, en fait, au niveau de la Martinique, les choses sont différentes parce que les béquets contrôlent toute l'économie sucrière martiniquaise. Okay. En Guadeloupe, comme j'ai dit, c'est les sociétés métropolitaines et en deuxième position, les béquets. Les sociétés sucrières métropolitaines ne sont pas intéressées, comme j'ai dit, à rester dans cette économie juste pour y rester. Les Blancs créoles font partie de ces territoires, donc forcément, ils ont un attachement à ces territoires et un attachement à rester acteurs économiques et sociaux de ces territoires. Donc, ce sont eux qui vont investir les nouveaux secteurs, notamment même aussi l'immobilier qui va commencer à se développer, la banane qui avait été un peu laissée de côté pendant les années 40 et 50 et qui va être réinvestie notamment en Martinique comme en Guadeloupe aussi par les acteurs blancs créoles sur le plan économique. Et en même temps, on a aussi de nouveaux capitaux métropolitains qui vont permettre de créer les premiers supermarchés. La famille Renoir avec le premier supermarché prise unique à Pointe-à-Pitre, 1960, comme un symbole. C'est ce petit tournant où justement on a ce début de classe moyenne qui commence à prendre un rôle économique. Et c'est important de le dire aussi, qui est porté par cette idée de reproduire le mode de vie métropolitain. Et c'est là qu'on arrive justement à cet enchaînement d'import-export, importer des choses de l'industrie métropolitaine, importer des produits de l'industrie métropolitaine pour, j'ai envie de dire, assouvir cette faim, cette soif de reproduire un modèle un peu plus moderne, un peu plus civilisé et qui va avec tout à fait cette logique d'assimilation. Donc, c'est là que les choses se mettent en place, sauf qu'en même temps, on a une fracture sociale parce que la reconversion économique va, dans un contexte de croissance démographique très importante, va laisser sur le carreau chaque année de nouveaux milliers de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Et à ce moment-là, on a le chômage structurel qui devient vraiment une caractéristique un peu plus prononcée de notre économie. Et dès ce moment-là, ce chômage fait partie des plus gros enjeux. Donc, on a finalement une classe moyenne qui vit bien, qui peut effectivement des fois se payer le luxe de bon fromage ou d'un bon vin, et une classe ouvrière qui vit plus difficilement et qui progressivement va toucher à cette modernité avec des dispositifs qui sont mis en place. Et puis, on a du coup ce développement du crédit personnel, du crédit à la consommation dans un territoire où, depuis le début du XXe siècle, justement, l'ouvrier agricole était déjà endetté auprès de ce qu'on appelle la boutique de la plantation, qui était la propriété de la société sucrière ou du petit planteur, et qui était déjà dans un processus où il récupérait une partie du salaire qu'il avait investi dans l'ouvrier, puisque l'ouvrier dépensait son argent dans la boutique de la plantation, s'endettait en fait. Donc l'ouvrier, en fait, quand il commençait la récolte, venait payer ses dettes de ce qui était déjà passé, reprenait de nouvelles marchandises et donc continuait à s'endetter.
et rester dans un processus de dépendance économique. Je pense que c'est aussi important, je le dis parce qu'effectivement, ça donne une continuité à cette logique de crédit de consommation qui est importante aussi aujourd'hui et qui permet de soutenir cet apport de l'extérieur et cette consommation de produits importés. Ok. Et du coup, un élément important que j'avais pas moi, donc tu dis en fait les premiers acteurs historiques, on va dire, sur le côté voilà, développement de cette société de consommation, import, etc., c'était là encore des acteurs du capitalisme, j'ai envie de dire mondial, pas forcément des gens sur place, des gens de l'Hexagone, avec Alors, le il y comité a les chimique. deux. Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les capitaux qui sont réinvestis par l'oligarchie locale et les grandes familles martiniquaises et les capitaux qui viennent de l'Hexagone. Au niveau du tourisme, pareil, l'idée, c'était de chercher des capitaux venant des grands groupes métropolitains. Et très tôt aussi chez nous, il y a un peu cette peur aussi. Il y avait, bon, c'est des choses que j'ai relevées, c'est à vérifier, mais comment dire ça? Un peu la peur aussi de voir les capitaux américains prendre le contrôle de cette économie. Et on voit notamment dans certains documents que les familles créoles martiniquaises essaient de tout faire pour maintenir justement les leviers économiques entre leurs mains et dans ce tournant, ne pas, je me souviens d'un petit document qui était assez intéressant qui parlait de la possibilité, par exemple, de créer les premiers hôtels autour de casinos et quelqu'un qui répond que bon, mais ça c'est un modèle très américain et que si on fait ça, c'est les Américains qui vont venir, qui vont créer tout ça. Et on sent en fait l'idée On va perdre la de... main. Voilà, exactement. Donc voilà, ce sont des dynamiques internes et en même temps externes. Mais cette reconversion, c'est elle qui va permettre aux grandes familles martiniquaises de se maintenir dans, sous le même schéma, mais avec de nouvelles activités économiques, au pouvoir économique. Et de la même manière qu'elles avaient investi au début du XXe siècle dans l'économie sucrière guadeloupéenne, d'investir dans cette économie tertiaire guadeloupéenne et soutenir cette, cette nouvelle organisation globale, ce changement social que j'appelle un changement social paradoxal, puisque finalement il se concrétise par une nouvelle organisation des activités économiques, un changement de l'environnement global, environnement économique et social, forcément aussi des infrastructures, puisque ça va aussi, chose importante, on n'a pas ce changement-là s'il n'y a pas aussi des politiques publiques de planification qui apportent les routes, qui apportent les hôpitaux, qui apportent toutes les infrastructures qui permettent d'améliorer la qualité de vie et qui permettent aux classes moyennes d'investir dans d'autres secteurs de la consommation qui ne sont pas des secteurs des besoins premiers. Et donc, c'est toute cette interaction, tout cet enchaînement qui permet de poser les bases d'un nouveau système à partir des années 60. Et aux années 1990, je pense, on arrive à la grande formalisation un peu de toute cette organisation et du schéma qu'on a encore en place aujourd'hui. Ok, super, merci beaucoup. Et ben, voilà, mais pour pas prendre trop de ton temps et qu'on puisse justement faire le lien vers la suite, deux questions que j'ai moi. Est-ce que en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup il faut investir dans de la production, transformation locale, d'abord pour le marché local et ensuite pour l'extérieur, etc. Et en tout cas, j'ai retenu dans justement la dernière transition, c'est que tu expliques que ces acteurs qui étaient dans l'industrie sucrière, en fait, ils en sortent à cause du coût du travail qui va augmenter. Et, parce qu'on pourrait se dire, en fait, peut-être le sucre fonctionne plus, mais ils auraient pu réinvestir dans d'autres choses, notamment même par rapport à la consommation locale, parce que ben, l'analyse qui est bonne en vrai, c'est de dire, ben, il va y avoir plus de consommation, il faut proposer plus de choses. Euh, la mécanique est d'aller, en fait, est-ce que pour toi, c'est un choix c'est peut-être un mix des deux, hein, un choix en fait purement économique de dire ça ne sera pas viable, ou est-ce que c'est un choix un peu de facilité de dire je vais vers des choses qui existent déjà, je fais rentrer et c'est beaucoup plus simple entre guillemets à gérer pour moi.
et que potentiellement aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, notamment les complexités en termes de logistique, en termes de coûts, en termes d'approvisionnement dans ce monde un peu très compliqué maintenant, font que peut-être qu'aujourd'hui, ils vont entrer dans une réflexion à se dire, on arrive peut-être au bout de ce chemin-là et il faut, enfin, au bout. Ce chemin-là peut-être devient compliqué et il faut qu'on revienne dans un pragmatisme et se dire peut-être qu'il faut qu'on investisse dans ces alternatives et qui là vont vers du local et de la consommation, de la production en tout cas et de la consommation de beaucoup plus de choses en local. C'est quoi ton avis sur Ouais, ça? je dirais que tu pointes bien les choses du doigt. Ce sont deux contextes différents. Mhm. Dans le contexte du tournant des années 60, je pense qu'effectivement, ça allait dans le courant. L'évolution qu'on connaît, c'est une évolution qui se fait sur le plan planétaire, euh, avec cette logique de modernisation, cette logique de tertiarisation des économies. Donc, je pense que là, je suis limité dans ce sens-là, sur ce point-là, dans le sens où je ne veux pas non plus penser pour des acteurs. Mhm. Mhm. Je peux pas aller jusque-là, mais probablement c'était sûrement plus facile à, à mettre en œuvre avec les rouages de l'économie mondiale à ce moment. Infrastructure Euh, qu'ils avaient déjà au final. et qui, voilà, et puis qui allait aussi dans le sens d'un véritable appétit social des classes moyennes pour vivre Mhm. mieux. Et vraiment, je le dis dans ma thèse, à la fin, dans l'un des derniers, des derniers chapitres, enfin du pain et du vin. C'est vraiment ça. Donc, dans un sens, il faut leur donner le pain et le vin. Et ça touche au contexte d'aujourd'hui parce qu'effectivement, les choses ont changé en termes de, de contexte global. Il y a la question du changement climatique, il y a la question Mhm. du développement durable, de comment créer une économie donc viable. Et tout ça, ce sont des questions qui pèsent de plus en plus dans les processus de décision et qui peuvent amener, avec un peu plus de conscientisation et aussi un peu plus beaucoup plus, comment dire ça, aujourd'hui, les limites de la mondialisation extrême sont pointées dans différents endroits et différents endroits parlent effectivement de retourner à des processus de consommation et des circuits de consommation plus locaux. Mais dans le cadre de chez nous, il faudrait s'assurer que cet appétit pour ce qui vient de l'extérieur et qui là est du domaine psychologique suive aussi ce qui peut se Ouais. mettre en place. Ça, c'est fondamental parce que tu peux créer ton superbe nouveau produit, petite industrie guadeloupéenne avec tes petits moyens. Mais si vous n'avez pas acheté, même si vous dit, trouve ça bien, ah ouais, nous pas fait des belles bites aujourd'hui là, ah ouais, franchement, fier la jeunesse, ah ouais, mais ça ne veut pas dire que mon qui a acheté. C'est vrai, C'est pas la même chose. c'est vrai, Et c'est tant vrai. qu'on n'a pas ce déclic psychologique qui permet de voir aussi la production de chez nous comme quelque chose d'intéressant, d'intéressant à acheter. Et on est dans ce monde-là, on est dans un monde où les gens, je décroche un peu, c'est mon observation à moi, mais il y a de toute façon, tous les gens en fait qui font du marketing, ils savent très bien de quoi je parle. Il y a tout cet aspect psychologie du déclenchement de l'achat et du plaisir que procure la possibilité d'acheter quelque chose à un certain prix. Tant Exact. que ce n'est pas fait chez nous en lien avec un marketing local et que la personne qui a les moyens de le faire ne prend pas plaisir à acheter un produit local, j'ai envie de dire, excusez-moi, la peau du cul, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Il faut que, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais il y a cette partie-là C'est aussi très pour moi, clair. en fait, qui fait partie de un peu la psychologie économique et qui, selon moi, dans un territoire qui a tout cet historique, est à prendre en compte aux côtés des mesures concrètes sur le plan plus économique, économétrique. Et pour finir, et je te remercie parce que c'est super riche. Tu vois, même moi, là, dans le petit temps, là, j'ai appris plein de choses et ça permet de Merci. reposer le contexte. Donc, merci pour ça. Euh, Est-ce qu'on a un moment où peut y avoir un point de bascule, comme il y en a déjà eu plusieurs que tu as pu décrire? Et ben, du coup, est-ce qu'on peut avoir des alternatives viables, selon toi, à ces économies de comptoir qu'on peut trouver chez nous ou ailleurs?
Alors, moi, je pense que si basculement il y a, ce serait une convergence de facteurs, comme Mhm, ça a souvent été le cas au regard de l'histoire. Il faut que les éléments soient déjà présents sur place. Donc, effectivement, mhm, toute cette réflexion que je vois aujourd'hui et aussi cette dynamique de nouveaux entrepreneurs de nouvelles générations qui ont vraiment envie de créer des choses intéressantes, innovantes, en partant au maximum de nos matières premières. Après, on n'a pas à être, je pense, obnubilé par nos matières premières, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout mhm, avoir, mais bien sûr. partir de notre matière première et se dire, si j'ai un produit à créer, il faut que j'ai les moyens de trouver ce que je veux dans le monde entier de la meilleure des manières. Donc, qu'on pense à nos intérêts de cette manière-là sur le plan politique, c'est-à-dire qu'on se donne les moyens de pouvoir commercer avec différents fournisseurs dans le monde de la meilleure des manières. On a déjà ce mindset, on a déjà cette vision. Pour moi, pour qu'il y ait basculement, à ce moment-là, il faut la dernière donnée, la donnée externe, c'est-à-dire quelque chose qui bouge dans le monde aussi, qui bouge dans le monde sur le plan économique. En général, c'est des crises économiques qui font que ça bouge sur le plan mondial. Nous, on était déjà un peu disposés psychologiquement au changement ou à des alternatives. Et là, on y va. J'ai cru un temps que le Covid aurait Mais pu j'allais être. t'en parler. J'allais t'en parler. J'y ai vraiment cru. J'y ai vraiment cru. Je me suis dit, bon, ce truc-là, les gens vont prendre une claque et puis ils vont se dire, faut qu'on, pardonnez-moi hein, quand je dis ça, hein, comment dire ça? C'est en respectant tous les gens qui ont perdu des proches et du monde avec cette pandémie. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai senti l'idée que on était peut-être prêt à voir les choses différemment et à comprendre aussi que peut-être la manière dont on vit pouvait être reposée, certaines choses pouvaient Mhm. être reposées. Bon, je crois que après on est retourné dans le même monde à 200 à l'heure, mais je pense qu'un basculement viendra, comme j'ai dit, au final, de dynamiques internes qui sont déjà là, qui sont efficientes et que j'observe en ce qui me concerne. Et à ce moment-là, un choc peut-être, un choc international. Ça peut être des guerres. On est dans ce Ben, c'est ce que contexte de j'allais guerre. te dire. Là, On on est est dans dans ce ce contexte de contexte guerre, ça qui est peut quand venir même de là, parce que le particulier. tournant géopolitique du monde va redistribuer certaines cartes, Mhm. mais à ce dernier moment, je rajouterais que, vous m'excuserez, mais si on a la classe politique qu'on a en ce moment, ce sera compliqué. Désolé de dire ça comme ça, mais quelles que soient les visions, les opinions, c'est même pas une question de vision d'opinion aujourd'hui, pour moi, c'est une question d'action. Et si Mhm. on a des représentants qui ne sont pas dans l'action, dans la réflexion, on ne pourra pas en fait tirer les meilleures cartes de manière concrète. Et je ne parle pas du plaisir du discours politique ou de se dire ah tiens la Guadeloupe change. C'est pas ça. Là, on parle d'économie, c'est-à-dire comme j'ai dit que donner les meilleurs moyens à nos acteurs économiques dans le monde entier. C'est pas juste par rapport à la France, c'est pas juste par rapport à l'Europe, c'est pas juste on est content, on est des régions périphériques européennes. On est territoire dans le monde. Et Mhm. moi, les perspectives que je vois, c'est le jour où on va prendre conscience que dans ce monde-là, on doit être capable de commercer avec tout ce qu'on veut pour créer les industries qu'on veut. Si on a envie de créer une industrie pour créer du blé, faire des pâtes, si tu as envie de prendre ton blé au Brésil parce qu'il est moins cher, tu le prends et tu le fais chez toi. Et bien évidemment, avant de faire ça, tu vas prendre tes matières à toi et tu vas faire tes pâtes avec ta farine de manioc, Mhm. et tes ressources premières. Mais ce que je veux dire, c'est que quelle que soit l'idée que tu as, moi, j'aurais aimé on devienne un territoire connecté au monde, mais pas de manière subordonnée, de manière indépendante. Merci beaucoup, Maël. Je pense que voilà, tout le monde se joindra à moi pour te remercier. C'était super intéressant, très riche. C'est avec plaisir, puisqu'on va faire ça tous les mois, que ben, quand tu seras de passage en Guadeloupe, on t'accueillera à avec, nouveau pour avec amener grand plaisir. des perspectives. Et tu as fait une bonne transition avec le côté action, justement, qui va être ben, la suite des échanges. Et pour moi, pour faire le lien avec ce que tu disais, en fait, le politique suit toujours ce que
la société civile impose. Et tu l'as bien Et expliqué dans alors, les différents tournants qu'il y a pu avoir, qu'à chaque fois, les décisions politiques ont suivi ce qui a été fait en termes de lobbying, en fait. Donc, on est, je pense, et c'est aussi pour ça qu'on a fait Guadeloupe 2030, et voilà, les rencontres, les otages, etc., pour construire la Guadeloupe de demain, c'est pour qu'on soit en capacité de s'organiser et de prendre un peu la main, en tout cas en termes d'influence, pour pouvoir dire, voilà, on a telle solution, on a besoin de ça, voici les acteurs, ils sont crédibles, ils sont fiables, on doit aller, tu je vois. pense que c'est le point de départ. Ouais. Et que derrière, ça soit plus simple, même si ça va rester compliqué, parce qu'il y a beaucoup, on sera pas les C'est seuls à faire du sûr. lobbying. Si On est dans c'était le simple, monde. ce serait facile. On le Ouais. saurait. Mais je pense qu'il y a un chemin, je pense qu'on a un moment important. Comme tu disais, le côté Covid, j'avais cette possibilité, mais en même temps, ça a déjà déclenché beaucoup de choses. Moi, je le vois dans les gens de nos C'est vrai. générations, ou plus jeunes, ou même plus âgés, hein, mais il y en a beaucoup qui reconsidèrent justement leur position dans le monde et leur rapport à chez eux, à leur territoire. Il y en a beaucoup qui sont rentrés, qui ont décidé de faire des choses, alors, avec du succès ou pas, avec beaucoup plein de galères, mais en tout Et cas, il y en avec a beaucoup beaucoup d'énergie. et avec une énergie incroyable. Et je Ouais. pense qu'il faut pouvoir saisir tout ça et passer aux étapes d'après, quoi. Et Donc, je puis, te je finirai juste remercie. par. Ouais, j'allais te dire, est-ce que tu as un petit mot de conclusion? Je te remercie, mais juste par rapport à ce que tu as dit, une des dernières données, c'est qu'on a vraiment des talents, en fait. On a vraiment des talents. On a des gens dans tous les domaines avec une créativité, des talents extraordinaires. Donc, effectivement, le challenge de 2030, c'est de leur donner les meilleurs moyens pour faire fructifier ces talents-là. Je vais te remercier aussi parce que voilà, c'était vraiment intéressant, ça fait plaisir. Je te l'ai dit avant, hein, c'est pas tout le temps qu'on me sollicite pour des points qui touchent vraiment à mon angle, mon, 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 mon angle de recherche premier. Mhm. Donc voilà, merci juste de me permettre d'échanger, donner quelques idées. J'espère que ça apporte des choses à la réflexion et puis au plaisir de venir près de vous quand je suis de passage. Super. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Canel qui se reconnaîtra, qui m'a dit, tu dois absolument appeler Maël pour qu'il soit dans votre événement, parce Réflexion, que voilà, c'est primordial. Donc, je la remercie doublement parce que c'était génial. et je la reconnais bien et je la remercie aussi. À très bientôt. On va À bientôt. continuer. Bye bye.